La parole à Philippe Martinez et Fanny Roumet du Centre technique du papier. Merci de me rejoindre sur scène. Vous pouvez les applaudir, Philippe et Fanny, le temps que vous me rejoigniez. Quelques mots sur le Centre technique du papier, un centre technique industriel, 120 personnes. C'est le seul centre spécialisé dans le domaine du papier carton, des travaux de recherche, des prestations pour l'industrie du papier carton dans une logique d'expertise transversale. Différents domaines sur toute la chaîne de valeur, Philippe et Fanny, de la fabrication de la pâte à papier jusqu'à la transformation, la mise en forme, la fin de vie, le recyclage. Et sans oublier, bien entendu, tous les enjeux industriels liés à l'écosystème eau et énergie. Philippe, vous êtes responsable du pôle produits fonctionnels. Il y a plusieurs pôles, 5 pôles d'expertise. Vous allez sans doute nous en dire plus. En tout cas, vous, au sein du centre technique du papier, vous dirigez une équipe d'une vingtaine de personnes avec 2 sites, Grenoble et Douai, différents axes de travail. Le couchage, le traitement de surface, l'axe impression également, ça c'est pour Douai, les autres axes étant menés à Grenoble. Vous-même avez beaucoup œuvré pour la chromatogénie, une technologie qui est industrialisable, vous allez nous en dire plus. Et à vos côtés, Fanny, vous êtes dans l'équipe de Philippe avec un domaine d'expertise dédié à l'impression fonctionnelle. Et parmi toutes les possibilités offertes, notamment des avancées très intéressantes dans le domaine de la transparence. On a hâte d'en savoir plus, mais tout d'abord un élément de contexte. Au fond, recontextualisons effectivement avec les enjeux industriels auxquels le CTP est capable de répondre. Philippe, à vous la parole. Alors, si on lance la slide, parfait. Merci Pierre pour cette belle introduction. Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, pour l'emballage, il y a énormément d'enjeux dans l'industrie. Les principaux enjeux, le premier, évidemment, c'est la conformité réglementaire. Alors, on pourrait dire les conformités réglementaires. Hier, il y a eu une très belle conférence sur la PPWR avec des gens de différentes confédérations, de multimatériaux. Et Vincent Collard, en introduction, a décrypté effectivement la réglementation également. Voilà, donc là, aujourd'hui, un des enjeux au niveau de la conformité réglementaire, on pense tous à la PPWR, mais également à la SUPD. On a également la conformité au niveau du contact alimentaire, donc avec des mises à jour du BFR, des choses comme ça. On nous demande de faire de l'innovation, mais derrière, il faut que ces innovations puissent être aptes au contact alimentaire. Donc il y a tout un processus, j'en toucherai 2 mots après. Également, un des enjeux, oui, on a des innovations, on peut avoir des solutions, mais quid du coup de ces solutions? Et tout de suite, au centre technique du papier, on regarde, on fait des analyses technico-économiques pour se dire est-ce qu'on est vraiment loin, est-ce qu'on est proche des coûts actuels pour substituer. Il ne faut pas qu'on ait un facteur 10 évidemment pour qu'on ait une réalité industrielle. Un autre enjeu, c'est la décarbonation. Donc là, on a pas mal d'axes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir réduire la part du pétrosourcé, et éventuellement alléger le papier carton. Et on travaille également sur tout ce qui est flux, eau, air, énergie pour réduire ça. Un enjeu, c'est le recyclage. Donc aujourd'hui, la filière papier-carton a un taux de recyclage qui est vraiment très bon. L'idée, c'est de encore progresser et s'assurer également que ces innovations ne vont pas perturber à terme le recyclage, nos boucles de recyclage. Et un dernier enjeu est le réemploi. Et c'est vrai que, comme le disait hier Karen, ce n'est pas l'axe majeur sur lequel on travaille, en tout cas au Centre technique du papier. Alors, comment le CTP répond à ces enjeux ? Alors, comment nous y répondons? Donc, comme l'a dit Pierre, au CTP, on a 5 pôles d'excellence à la pointe de l'innovation. Et donc, un des premiers pôles, c'est le matériau biosourcé. Et là-dessus, en fait, on travaille beaucoup sur tout ce qui est allègement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir produire des papiers avec un grammage plus faible, tout en gardant les mêmes propriétés mécaniques. Donc, là-dessus, on travaille sur tout ce qui est stratification, fractionnement. On a également, dans ce pôle, des travaux autour de la cellulose moulée. Donc développer des nouveaux objets en cellulose moulée et apporter des propriétés barrières pour remplacer des choses avec un liner plastique par exemple, ou tout ce qui est mousse de cellulose. Un autre pôle qui est la production éco-responsable, comme je disais, travaille vraiment sur tout ce qui est flux, eau, air, énergie pour essayer
de maîtriser au mieux ça et aller dans un axe de décarbonation. Et on a tout ce qui est bioéconomie circulaire avec des axes de travail autour de tout ce qui est recyclage des ancrages. Le pôle produits fonctionnels, je ne vais pas rentrer dans le détail, on vous présentera quelques innovations sur lesquelles on travaille aujourd'hui. On a un pôle aptitude et qualification où là, il y a tout ce qui est travail de aptitude à la transformation, mise en forme, avec typiquement par exemple du soudage ultrason pour se passer d'école. Dans ce pôle, il y a vraiment un axe contact alimentaire, donc on peut faire tout un tas d'essais. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. Quand on commence à développer des innovations, tout de suite, comme vous le voyez, on a des experts dans différents domaines et on peut tout de suite regarder est-ce qu'il y aura quelque chose qui va nous empêcher d'avoir à terme cette aptitude à contact alimentaire. Est-ce que le papier, l'innovation qu'on développe peut être recyclable ou pas. Donc on peut vraiment quantifier cela très rapidement. Et enfin, on a un bureau d'études et services techniques qui nous permet de développer à la fois des capteurs, mais surtout des pilotes. Et donc, c'est vraiment la force de notre centre. On travaille, évidemment, au départ, on peut travailler sur des paillasses, mais très rapidement, on passe sur des essais pilotes, on peut traiter des bobines. Et on est vraiment, c'est notre force, on est équipé d'énormément de pilotes au centre technique du papier. Avec des liens forts avec l'écosystème et notamment l'industrie. Exactement. Donc, comme je disais, vraiment, nous, on travaille avec les industriels. La stratégie du CTP, c'est vraiment de créer de la valeur pour l'industrie, pour vous, mais aussi pour toute la partie aval avec les transformateurs et les imprimeurs. Et ici, on voulait mettre un peu en avant quelques clients pour montrer que vraiment, nous, on travaille avec les industries. L'idée, c'est pas de garder ces petits démonstrateurs ici, mais c'est vraiment aller que demain, on les voit sur le marché, qui est une vraie réalité industrielle. Donc aujourd'hui, on travaille avec des papetiers, des transformateurs, des imprimeurs, des metteurs en marché, des donneurs d'ordre, des gens du luxe également. Et puis on a aussi Citeo qui nous accompagne depuis plusieurs années avec un très fort soutien. Donc Mélanie est là et merci pour tout le soutien qu'elle nous apporte. Et donc on développe, il y a énormément de projets qui sont développés en partenariat avec Citeo pour que ces innovations puissent voir le jour plus tard. Les projets que vous menez, ils ont évidemment, pour le matériau papier carton, un enjeu premier, c'est d'apporter des fonctionnalités, des propriétés barrières à l'eau, à la vapeur et à l'oxygène. Oui, donc aujourd'hui, là, on va vous présenter quelques solutions technologiques. Donc une première solution pour un emballage multifonctionnel, c'est la solution qu'on a nommée ChromatoH. Et donc ChromatoH, c'est une solution avec une induction d'un polymère, du PVOH, puis un traitement par chromatogénie. Donc c'est la technologie que j'ai portée pendant une dizaine d'années. Et donc aujourd'hui, j'ai démarré 3 machines en Asie. Et on espère que des machines vont voir le jour très prochainement en France, en Europe et en France principalement. Donc je vais vous donner 2 mots sur le principe de cette technologie. Donc c'est une technologie de rupture. En fait, c'est un greffage d'un chlorure d'acide gras sur du papier. Donc contrairement à une induction, là, on va venir déposer des petites molécules. Voilà, on va venir déposer des petites molécules de réactifs à la surface du papier. L'avantage, c'est que c'est sans solvant, donc il n'y a pas d'eau et pas de solvant qui pourrait être problématique derrière pour du contact alimentaire. Donc on dépose du produit pur, on dépose des toutes petites quantités, on parle de 0,1 à 0,5 grammes par mètre carré, contrairement à quand on va avoir une barrière à l'eau, on vient déposer un polymère à la surface, il faut qu'on ait entre 5 et 10 grammes, donc là on dépose entre 10 et 20 fois moins. Derrière, on vient chauffer en fait ces petites particules de réactifs à la surface et du coup la réaction va diffuser à la surface et dans l'épaisseur. Donc on peut, si on traite du papier carton, on peut même en un traitement traiter toute l'épaisseur du papier. Donc ça fonctionne, il faut qu'il y ait des groupements OH. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur le papier, sur des polymères qui sont à surface de papier, mais ça peut très bien, on peut imaginer, fonctionner sur du textile, sur du bois. On a fait des essais qui fonctionnent très bien. Et ici, on a quelques gifs là, qui vous montrent, on a vraiment une très très forte déperlance et ça ne change pas la fin de vie. Pour vous donner une idée en fait, de comment fonctionne cette technologie, c'est quelque chose qui est assez simple. Alors là, c'est un schéma, on a une machine pilote au CTP et puis il y a comme je disais, des machines industrielles. Donc c'est une réaction chimique, donc il y a énormément de laboratoires qui font des réactions chimiques superbes, mais derrière l'idée c'est de se dire, ok, est-ce qu'elle va prendre un jour, une heure, une semaine? Donc notre réaction, le temps de réaction c'est de 1 à 4 secondes. Donc ça veut dire que c'est vraiment compatible avec l'industrie papetière. Sur notre pilote, on peut tourner entre 50 et 400 mètres minutes. Industriellement, on peut aller jusqu'à 800 mètres minutes. Voilà.
Donc, comme je disais, on dépose des toutes petites quantités, 0,1, 0,5 grammes de notre réactif avec un anilox. Donc, c'est vraiment on utilise des procédés conventionnels, standards, connus des papetiers, des imprimeurs. Donc, c'est un anilox, 1 cm3 mètre carré. On dépose des petites gouttelettes à la surface. Derrière, on a un cylindre chauffant qui vient faire réagir le réactif sur le papier, donc greffer le papier et le rendre résistant à l'eau. Et comme vous le voyez, en fait, il y a une spécificité. Donc, on a une hotte aspirante. Donc, quand on vient traiter par chromatogénie, on vient créer un peu d'acide chlorhydrique. Alors, pas de panique. C'est 10% en quantité par rapport à ce qu'on dépose. Donc, c'est des toutes petites quantités. Il faut juste une machine dédiée. On aspire cet acide chlorhydrique qu'on vient après laver avec de l'eau et on neutralise avec de la soude. Nous, notre équipement, il date de 2010. On n'a changé aucune partie de la machine, donc c'est quelque chose qui est très robuste. Et derrière, en fait, on a juste une lame d'air, boîte vapeur pour humidifier, et on enroule et on a un papier qui est parfaitement hydrophobe, tout en restant recyclable et biodégradable. Donc la solution Chromato-H, donc comme je vous dis, la chromatogénie, ça apporte de la barrière à l'eau. La solution Chromato-H, c'est vraiment d'abord déposer ce polymère, donc c'est un alcool polyvinylique. Donc c'est un polymère hydrosoluble qui est pour l'instant qui est pétrosourcé. L'idée c'est de déposer des petites quantités. Donc sur du papier, on peut déposer à peu près 3 grammes pour avoir une très bonne barrière à la graisse. Sur du carton, on est plus vers 8 grammes. Du coup, on reste sous les 5% imposés par la PPWR. Donc il apporte de la barrière à la graisse et à l'oxygène. Par contre, il est vraiment hydrosoluble. Donc dès qu'on va mettre de l'eau, il va se solubiliser. L'idée, c'est qu'il a pas mal de groupements OH. Et donc, on vient le traiter par chromatogénie qui va apporter de la barrière à l'eau liquide et à la vapeur d'eau. Et cela va nous permettre d'avoir des très bonnes performances barrières, que ce soit eau, vapeur d'eau, graisse, oxygène. Tout en restant, on a fait les essais donc recyclables, compostables, donc home compostable ou compostable en conditions industrielles. On est en dessous des 5% pour la PPWR. Donc il y a eu tout un travail qui a été mené, et là aussi on a eu un énorme soutien de Citeo sur l'aptitude au contact alimentaire, parce qu'aujourd'hui au niveau du BFR, il y a une liste positive. On a pas mal d'innovations, mais souvent on n'est pas sur cette liste. Du coup, on a dû déposer une pétition, faire énormément de tests de migration ou autre. Ça a pris 4-5 ans, 1,5 million d'euros. Donc c'est quelque chose qui est long et coûteux. Mais depuis l'année dernière, on est apte au contact alimentaire auprès du BFR. Voilà. Et comme je disais, on fait des études économiques. Donc c'est quelque chose qui est vraiment viable. Typiquement, là, je vous ai donné un exemple pour un papier souple 60 grammes. Alors, à peu près le coût du PVOH, donc l'induction séchage, on est de l'ordre de 2 centimes le mètre carré, donc 290 € la tonne. Et la chromatogénie, où là il y a OPEX et CAPEX, donc c'est aussi l'investissement dans la machine, qui est de l'ordre de 2 à 3 millions d'euros. On est à peu près à 2 centimes du mètre carré en prenant en compte tout ça. Voilà, comme je disais, l'investissement c'est 2 à 3 millions, donc ça fait des retours sur investissement assez rapides. Et du fait des cadences, on peut produire quand même des tonnages importants. Voilà, donc cette solution, on peut faire différentes choses. Donc on a pas mal axé sur la partie alimentaire. On a fait des essais sur tout ce qui est glace, de la poudre d'amande, poudre de cacao, des barres. Enfin, ça fonctionne vraiment très très bien là-dessus. Tout ce qui est restauration emportée. Et il y a aussi toute une partie non alimentaire sur de la cosmétique, du jardinage, là où on recherche de la barrière soit à la graisse et à l'eau, soit uniquement à l'eau, vapeur d'eau, tout en voulant être recyclable et biodégradable. Donc on a fait pas mal de tests en conditions réelles. Donc on a pas mal d'utilisateurs finaux. Donc typiquement là c'est une barquette. Donc on a des démonstrateurs. Vous pourrez voir à la fin si ça vous intéresse des démonstrateurs. Donc on a amené ces démonstrateurs qu'on a réalisés. Donc c'est une barquette ici thermoformée et on a fait des tests avec Lacroix et Auchan où on a mis de la viande, du saumon, du fromage dans des conditions réelles pendant 15 jours. Donc ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne parfaitement. On a des essais actuellement aussi pour des plaques saumon fumé, donc pour substituer la plaque qui est avec une surface métallique à la surface, et tout ce qui est plaquettes de beurre. Et là aussi, on a des retours très positifs là-dessus. Alors, quelle perspective du coup? Va-t-on retrouver prochainement des solutions avec cette technologie dans les linéaires, par exemple en France? Pour cela, il faut qu'un industriel se lance et monte le message aujourd'hui. En tout cas, on est prêt. La techno, les performances sont bonnes. Les calculs de coûts sont aussi bons. Et l'aptitude au contact alimentaire, c'est effectivement le sésame qui manquait et qui a été obtenu l'an dernier. Exactement. C'est clair pour cette technologie. Deuxième proposition, la lamination humide de MFC. Alors MFC, ça veut dire? Ça veut dire microfibrille de cellulose.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc dans la cellulose, on a des fibres, et à l'intérieur d'une fibre, c'est comme si on avait à peu près 1000 petites fibres à l'intérieur. L'idée, c'est de pouvoir, par un traitement mécanique, individualiser ces fibres, ces microfibrilles. Donc c'est comme si on pelait 1000 fibres à l'intérieur d'une fibre. Et du coup, on a un matériau, comme on le voit ici, qui est sous forme de gel à très faible concentration, donc à 2%. Et par contre, quand on va faire un film, ça va être tellement fin et ça va être tellement serré que en fait, ça va être une excellente barrière à tout ce qui est oxygène ou graisse. Donc notre idée, c'est de substituer le PVOH à terme pour avoir une solution 100% biosourcée, par exemple. Donc au niveau des impacts, c'est une solution biosourcée, c'est de la cellulose, donc ça reste recyclable, biodégradable. On a de très fortes barrières, c'est une solution qui apporte aussi également de la transparence. Et aujourd'hui, on peut imaginer d'avoir des emballages 99,9 ou 100% cellulosiques avec des barrières. Donc les défis, aujourd'hui, il y a le coût des MFC, donc il y a énormément de travail qui est fait au CTP, mais également ailleurs, pour réduire ces coûts de production parce que ça requiert quand même pas mal d'énergie. On arrive à avoir des concentrations beaucoup plus élevées quand on les produit, plus de 2%, mais 5, 8%. Et comme je disais, on a une viscosité élevée et à faible concentration. Du coup, en fait, quand on le dépose par couchage, il y a tellement d'eau que quand on le sèche, on aura 1 à 2 grammes, donc une quantité très faible en surface et aucune barrière. C'est pour cela que le CTP a travaillé sur une solution de dépose de CMFC. Donc c'est ce qu'on appelle la lamination humide. Donc on est équipé également d'un pilote au CTP. Donc on peut faire à la fois des formats A4 au laboratoire, mais on peut faire traiter des bobines. Et ici, ça ressemble un peu à une machine à papier où en fait on va venir déposer nos MFC. On a une filtration pour monter la concentration des MFC. Et quand elle atteint à peu près 10%, donc c'est un film qui est humide, on vient le répliquer. Ici, on a un carton ou un papier où on vient déposer ce film humide qui vient se marier, on vient le sécher et du coup à la fin, sans colle, on adhère parfaitement ce film de MFC et on peut facilement déposer entre 7 et 15-20 grammes de MFC, du coup avoir une excellente barrière à la graisse et à l'oxygène. Voilà, en termes d'impact, ici, pour remplacer typiquement des couches PE, 30 grammes de PE, on pourrait réduire nos émissions de carbone avec à peu près 5000 tonnes de plastique par an. On a moins de rejets, évidemment. On répond aux enjeux sanitaires de l'économie circulaire, car les MFC sont également barrières aux contaminants et à certains composés de recyclés. Du coup, si on a du recyclé et on met cette couche à la surface, il n'y aura pas de migration du recyclé dans les emballages, dans les aliments, pardon. Et ça permet évidemment, vu qu'on substitue des solutions pétrosourcées ou plastiques par de la cellulose, de rester dans la réglementation PPWR ou SUPD. Et on peut imaginer substituer aussi la métallisation. Voilà, donc ça c'est la solution lamination humide. On apporte de la barrière à la graisse, oxygène, contaminant. Et derrière, évidemment, si on veut de la barrière à l'eau et à la vapeur d'eau, il faut qu'on rajoute une top couche. Donc on peut imaginer de la chromatogénie, mais on peut imaginer aussi tout un tas d'autres choses qu'on peut déposer par impression ou par couchage. Et en fonction de ce qu'on déposera, on aura des barrières plus ou moins importantes. Ouais, il y a une vraie complémentarité entre les deux technologies, en effet. C'est ça. Et du coup, derrière, avec cette solution-là, évidemment, on peut adresser une partie, les mêmes marchés que la chromato-H. Mais chromato-H, on a de très bonnes barrières. Les limites sont vraiment sur la barrière à la vapeur d'eau en conditions tropicales. Donc pour emballer du café ou des choses comme ça, des spécifiques sachets de cosmétiques, café ou autres. Et là, aujourd'hui, on n'arrive pas avec la solution chromato-H. Donc c'est une alternative à cela. Pour tout ce qui est cuisson, au four ou autre, on pourrait utiliser cette solution-là. Et tout ce qui est liquide alimentaire. En termes d'avancée technologique, on l'a dit tout à l'heure, la chromatogénie, c'est industriable. De ce point de vue-là, cette technologie? Aujourd'hui, on est, donc pour ceux qui connaissent le TRL, on est à peu près à TRL5. En fait, on a un pilote donc, qui tourne à des faibles vitesses, à peu près 10 mètres minutes. On a des projets, un travail pour vraiment faire des essais industriels pour montrer la faisabilité à plus haute vitesse. Et donc on est plutôt, on va dire, à moyen terme, peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. 5 ans comme horizon. C'est clair pour cette technologie. On va passer aux propriétés barrières obtenues par impression. La parole à Fanny. Alors, on va prendre le micro de Philippe, on est sûr qu'il fonctionne.
Merci beaucoup. Donc, effectivement, comme l'a montré Philippe, on peut obtenir des propriétés barrières par chromatogénie ou par lamination humide. Mais on le sait, il y a d'autres techniques. Donc, le couchage, c'est la technique la plus traditionnelle et qu'on utilise aussi largement au CTP. On utilise également l'impression qui est plus minoritaire. Et l'idée de cette présentation, c'est de vous en présenter les avantages et dans quel cas ça peut vraiment être utile et ça peut être différenciant. Donc l'idée d'utiliser de l'impression pour développer des propriétés barrières, dans un premier temps, c'est d'utiliser des procédés classiques sans les modifier. Donc ça peut être de la flexo, de l'hélio, de la sérigraphie pour les dépôts importants. Mais on utilise aussi du jet d'encre pour traiter des choses très particulières, par exemple les tranches des emballages. Parfois, ça peut être des points faibles, comme par exemple sur les bouteilles. Ensuite, l'idée est d'utiliser toutes les spécificités de l'impression pour répondre à des cas précis. Donc, j'ai détaillé ces cas précis un petit peu ici. La première idée, c'est qu'en impression, on peut déposer des quantités assez faibles. Et donc, du coup, ça peut répondre à des besoins liés à des supports qui ont des grammages faibles. On le sait, quand on va venir coucher des supports de 30-45 grammes avec des produits barrières qui sont souvent des produits à l'eau, on va avoir un fort effet de curl. Avec l'impression, on peut diminuer ce grammage et donc diminuer cet effet. Le fait de déposer assez faiblement, ça peut aussi être utile pour des aspects réglementaires. Donc, par exemple, pour la PPWR, pour qu'un support soit considéré de classe A, il faut qu'il y ait 5% de matière non recyclable. Et donc, c'est assez faible. Par exemple, pour du 70 grammes par mètre carré, ça représente 3,5 grammes par mètre carré de produit. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est plus facile en impression qu'en couchage de déposer des si faibles quantité. Également, on peut utiliser le panel disponible des procédés d'impression pour s'adapter à tout type de production. Donc, on peut faire des petites productions plutôt avec de l'offset, des moyennes avec de la flexo, des plus importantes avec de l'hélio. On peut adresser des supports un peu particuliers, des supports difficiles à imprimer avec des procédés comme la sérigraphie, même si les cadences ne sont pas les mêmes. On peut également imaginer tester des supports en 3 dimensions comme de la cellulose moulée avec des procédés comme de la tampographie. Voilà, l'idée c'est d'avoir des applications très larges qui correspondent chacune à des marchés spécifiques. L'avantage également de l'impression, c'est que classiquement, il y a plusieurs couleurs, donc plusieurs groupes. Et l'idée, du coup, c'est d'avoir des procédés très, très modulables. On peut ainsi changer les quantités qu'on dépose en faisant varier le nombre de groupes. Si, par exemple, on veut déposer 8 grammes par mètre carré, on peut imaginer utiliser 4 groupes flexo. On peut aussi imaginer panacher les propriétés barrières. Par exemple, si on veut avoir un support final qui a des propriétés barrières à la graisse et aussi barrières à la vapeur d'eau, généralement les produits qui permettent d'obtenir ces propriétés, ce ne sont pas les mêmes. Et on va pouvoir mettre un produit barrière à la graisse dans les 2 premiers groupes et un produit barrière à la vapeur d'eau dans les 2 suivants. Et du coup, en un passage, on aura un produit qui combine les 2 propriétés, donc ça peut être assez intéressant. Également, avec l'impression, c'est assez facile de changer de produit, assez facile de changer de support. Donc, on a vraiment quelque chose de plus flexible et ça peut être intéressant. Voici quelques exemples de propriétés qu'on a pu obtenir au laboratoire, principalement en flexo. Du coup, des barrières à l'eau avec un cob à l'eau, 30 minutes de 18 grammes par mètre carré. Barrière à l'huile avec un cob à l'huile 5 minutes de 1,6 g par mètre carré, des barrières à la vapeur d'eau en 23,85 de 10 grammes par mètre carré, etc. On a d'autres exemples. Si vous avez des cas concrets, on peut regarder si on peut les atteindre. Et aussi, ce que je voudrais préciser, c'est que c'est en conditions réelles. Enfin, je veux dire, on n'a pas déposé 45 grammes de produits pour avoir ces produits. Ces propriétés, on essaye vraiment de garder en tête une réalité industrielle quand on fait ces essais-là, de manière à pouvoir transférer de manière réelle ensuite à nos industriels. Du coup, un cas concret, c'est le cas de ce développement de support
qu'on a fait avec l'imprimerie Mallanger qui est située dans le Nord. On a réussi à faire ce projet grâce à un financement FEDER. Et donc, le but de ce projet, c'était de remplacer un produit multimatériaux composé de polypro et de PE par un produit à 100% base papier, donc monomatériaux, qui, lui, a été couché, qui était imprimé avec différents vernis barrières. Et ce produit est maintenant disponible sur le marché pour des applications cosmétiques, mais aussi pour des applications alimentaires. Et si vous voyez l'application pour le flan, enfin pour la nourriture déshydratée, il y a d'autres applications. Donc, on l'a vu, l'impression permet de répondre à des besoins de barrières. On aurait pu parler aussi de la scellabilité, de la rigidité, d'applications un peu plus ludiques comme l'électronique imprimée, où là, en fait, on vient, au lieu d'imprimer de l'encre graphique, on vient tout simplement imprimer de l'encre conductrice, et ça permet de faire des petits objets qui permettent de mettre en valeur vos impressions. Alors, dernière séquence pour conclure cette intervention, c'est focus sur un enjeu clé, celui de la transparence. À vous la parole, Fanny. Tout à fait. Et du coup, un autre aspect dont je voulais parler aujourd'hui, parce qu'il est en plein développement et qui nous semble pertinent par rapport à aujourd'hui, c'est la transparence locale par impression. Donc l'idée de cette technologie, c'est déjà c'est une technologie qui a été développée avec Citeo, donc moi aussi je tiens à remercier. Et l'idée, c'est du coup, par exemple, si vous prenez une enveloppe, sur toutes les enveloppes, il y a une fenêtre qui permet de lire l'adresse qui est située sur le courrier. Eh bien, l'idée, c'est de supprimer cette fenêtre et à la place de venir imprimer un rectangle qui va rendre le papier initialement opaque, transparent. L'encre qu'on utilise est une encre qui s'utilise exactement de la même manière qu'une encre graphique. Le procédé avec lequel on dépose cette encre était procédé d'impression traditionnel, donc offset, flexo, sérigraphie. Et les avantages, les impacts de cette solution se situent au niveau de l'économie de matière. Déjà, puisque par définition, pour faire une fenêtre, il faut enlever de la matière. Là, il n'y a pas besoin d'enlever de la matière puisqu'on vient rendre la matière existante transparente. Et le second point, c'est qu'on n'a pas besoin de remplacer cette matière par un matériau transparent, qui soit du papier transparent type papier cristal ou du plastique. On a estimé que pour le marché de l'enveloppe uniquement, si on utilisait cette technologie pour toutes les enveloppes, on économiserait 2540 tonnes de plastique par an. Donc c'est quand même quelque chose de très significatif, qui permet du coup de limiter la gâche matière, de faire des économies pécuniaires puisqu'on achète moins de matière, mais aussi des économies écologiques puisque du coup on limite l'énergie nécessaire pour faire la matière qu'on n'utilise pas, et on limite le transport. Donc on réduit significativement l'empreinte carbone de notre produit. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, en fait, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut revenir à la définition d'un matériau transparent. Un matériau transparent, c'est un matériau qui n'absorbe pas la lumière et qui ne présente pas de réflexion et pas de diffusion. Et comment ça se traduit au niveau scientifique ? Eh bien, en fait, c'est tout simplement un matériau qui est homogène en termes d'indice de réfraction. Pour illustrer ça, on vous a mis un GIF, donc avec ces deux béchères en verre. Entre ces deux béchères, initialement, il y a de l'air. L'air n'a pas le même indice de réfraction que le verre. Et on va venir mettre de la glycérine pour remplacer l'air. Alors avec les pixels, on ne voit pas bien, mais ce qu'il faut regarder, c'est les gradations à ce niveau-là. Et en fait, là, les gradations disparaissent quand on met la glycérine. Et quand on va venir, quand on met la glycérine dans le premier, et quand on met la glycérine entre les deux béchères, donc on vient remplacer l'air par quelque chose qui a le même indice de réfraction, les gradations apparaissent très clairement. Bon, là, j'ai conscience que c'est pas très clair à cause des pixels, mais dans l'idée, ça marche. Les données objectives sont claires en termes d'indice de réfraction. On est vraiment très similaires. Voilà, c'est ça. Alors, l'analogie avec le papier. Tout à fait. Donc l'idée, c'est de faire exactement la même chose avec du papier. Alors là, on n'a pas de verre, mais on a des fibres, des additifs et de l'air. Et on va venir remplacer l'air
par quelque chose qui a le même indice de réfraction que la cellulose. Donc, et c'est ça qui va nous permettre d'avoir cet effet translucide. Pour ça, il faut maîtriser les 3 éléments, le triptyque de l'impression, qui est le support, l'encre et le procédé. Et donc, l'idée en tout cas sur laquelle on a fait poser ce projet, c'est qu'on voulait avoir quelque chose qui soit disponible assez rapidement. Donc, on a décidé d'utiliser des supports qui étaient disponibles commercialement. Comme on visait dans un premier temps une application enveloppe, on s'est focalisé sur les supports graphiques, mais on a testé un panel assez large de supports. Donc on a une idée assez globale de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Au niveau de l'encre, on a testé beaucoup d'encre pour voir ce qui marchait. On a testé des encres disponibles sur le marché, on a testé des formulations spéciales, on a fait des additifs, on a testé pas mal de choses, donc ça nous permet d'avoir du recul sur ce qui marche, ce qui sèche bien et ce qui apporte le plus de transparence. Alors pour quel résultat? Oui. Du coup, je voulais juste avant dire un petit mot sur le procédé. On a testé pas mal de procédés d'impression. Après, toujours dans l'idée de vouloir développer de manière assez efficace, on a décidé de se focaliser sur l'offset, mais ça marche également sur la flexo et l'hélio. Et évidemment, pour quel résultat? Du coup, j'ai illustré les résultats ici. Donc, sur les catalogues doués, on a les résultats qu'on a obtenus au laboratoire. Donc j'ai essayé de représenter un panel assez large de supports. Donc on est sur des grammages assez variables, du 30 grammes, du 70 grammes, et on a aussi testé sur des supports allant jusqu'aux 120 grammes. Et une fois qu'on a eu des résultats très satisfaisants au laboratoire, eh bien, on a voulu valider ces résultats à l'échelle industrielle. Et donc on a été chez un imprimeur partenaire, Ricobono, qui est présent dans ce salon sur le stand d'Ecofink. Et on est allé du coup imprimer nos encres là-bas, ce qui nous a permis de faire ces démonstrateurs enveloppes que vous voyez en bas. Et la transparence qu'on a obtenue sur ces essais industriels permet d'acheminer les enveloppes par voie postale traditionnelle. Donc la transparence n'est pas parfaite pour toutes les applications. On est encore en train de s'améliorer, et d'ailleurs depuis cet essai on s'est déjà amélioré, mais déjà la transparence qu'on a obtenue permet un acheminement des enveloppes. Parfait, de belles perspectives. Le mot de la fin pour conclure? Oui, du coup c'était déjà pour vous remercier d'avoir assisté à cette présentation. Aujourd'hui on a parlé principalement de barrières de transparence. On peut parler encore de beaucoup d'autres choses. Comme l'a dit Philippe, nos sujets sont assez larges et vastes, donc on peut vous en dire plus sur beaucoup d'autres sujets. On a des démonstrateurs, voilà, on a beaucoup de choses à montrer, à parler. On est assez curieux et on aime bien avoir les retours des industriels parce que, comme Philippe l'a dit, on essaye vraiment de développer avec une vision industrielle. Donc, si jamais vous avez des remarques sur ce qu'on a présenté, des choses qu'on pourrait améliorer, ou des idées de marché, ou des idées d'amélioration, ou des voies qui vous semblent intéressantes à explorer, on est vraiment, voilà, on aime bien ce genre de retour. Ça nous aide à avoir une vision plus fidèle de l'industrie. Eh bien, le message est passé. Merci à vous pour cette présentation. Vous pouvez les applaudir. On a le temps. On va essayer de rattraper le timing. Allez, pour une question à adresser à Fanny et Philippe. Est-ce qu'il y a une question, une demande de précision? Eh bien, écoutez, en tout cas, ça veut dire que c'était parfaitement clair. N'hésitez pas à rentrer en contact avec Philippe et Fanny. Vous avez fait toute la présentation avec les micros entourés de la solution de calage en cellulose de la société avec qui est intervenue avec vous. Donc, on a bouclé la boucle. Philippe, le mot de la fin? Juste pour vous dire qu'on va être sur le stand de Citeo jusqu'à 12h30, quelque chose comme ça. 12h30, 1h peut-être. Donc, on a des démonstrateurs. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir nous voir. Entendu. Merci encore à vous deux pour cette intervention.